Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est à Urgence Bois-Franc. On va jaser avec Marco Leblanc, ambulancier. Assoyez-vous bien confortablement. Bienvenue au show de chaise. Moi, je vais aller me changer dans ma loge. Le fun, ça sent propre. Costumière, s'il vous plaît. Besoin d'aide. Ah, voilà. Bon. Ah, et voilà. Ah. Mais où est mon plateau de fruits? J'avais spécifiquement demandé un plateau de fruits. Faut tout faire soi-même dans ce milieu. Comme ceci. Et voilà. Marco, merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc moi, j'ai dit ambulancier tantôt, mais le terme vraiment précis est beaucoup plus long que ça. Effectivement, si on regarde le terme exact, c'est technicien ambulancier paramédic. Mais on entend très bien ambulancier, on entend très bien paramédic. Tous les termes se disent, c'est juste que l'appellation est vraiment technicien ambulancier paramédic. OK. Puis, est-ce que paramédic implique autre chose qu'ambulancier? C'est pourquoi ça? Depuis quelques années, on a ajouté à l'appellation technicien ambulancier, on a rajouté le mot paramédic parce qu'on voulait unifier ça avec les autres provinces. Si on regarde ce qui se fait ailleurs au Canada, leur terme va être paramédic. Fait que donc, on voulait incorporer ça parce que maintenant, depuis plusieurs années, on administre de la médication directement au chevet du patient. Fait que c'est pour ça que pour améliorer la profession, on a rajouté le terme paramédic. Puis ça fait combien de temps, toi, tu fais ça? Moi, ça fait un peu plus de 15 ans. Un peu plus de 15 ans? Oui. Qu'est-ce qui t'a donné le goût? Pour faire mon histoire grossièrement, moi, j'ai commencé une première carrière. C'est ma deuxième carrière comme ambulancier. J'ai travaillé dans l'optique. J'ai apporté des soins pour les lunettes, proprement dit, dans des lunetteries. Puis, étant skieur, j'ai voulu devenir patrouilleur de ski pour ma passion du ski. Mais en devenant patrouilleur de ski, on apportait des premiers soins aux personnes blessées en montagne. Et je suis tombé en amour avec les premiers soins. OK. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait un tournant dans ma carrière et je me suis réorienté vers la profession de technicien ambulancier. OK. Puis depuis ce temps-là, je vous dirais que ma paye, c'est mon patient qui est devant moi, là. Ben oui, parce que inévitablement, c'est de l'intervention, donc pour toutes les causes possibles, inimaginables, on vous appelle. Là. Bien, effectivement, le technicien ambulancier, il est affecté par le 911. Fait qu'on peut pas dire « Ah, ça me tente pas d'y aller ». On nous affecte, puis effectivement, on voit du n'importe quoi. On a... dans les interventions, les gens sont habitués de voir « Ah, ils voient pas ça dans l'ambulance. Ah, il y a un accident de la route ». Mais on ne fait pas que des accidents de la route, là. On a autant les personnes gériatriques, les personnes démunies, la dépression, la maladie. On touche à tout. Vous faites le 911, vous demandez une ambulance, on est là pour vous. Puis de passer d'optométriste à ambulancier, ça impliquait un retour au cégep? Ou... Oui, exact. Il fut un temps où la profession était une attestation d'études collégiales. OK. Donc, on suivait une formation continue pour être technicien ambulancier. C'est ce que j'ai fait comme cheminement. Okay. Depuis 2006, le DEC a été introduit au niveau du cégep. Maintenant, c'est une formation de 3 ans. Fait qu'il y a eu une période de transition de 2006 à 2009 où il y avait en chevauchement la technique qui était le DEC, et il y avait encore l'attestation d'études collégiales qui était de façon transitoire pour pallier au manque d'ambulanciers. Puis maintenant, si vous voulez suivre une formation pour devenir technicien ambulancier paramédic, c'est un DEC de 3 ans. OK. Puis là, tu mentionnais justement, dans la tête des gens, il y a une ambulance qui passe, accident de char automatique. Donc, pour démystifier certaines parties de votre travail d'ambulancier, comment ça se passe entre l'appel du 911 puis votre arrivée, vous, sur les lieux? C'est quoi les étapes? Bien entendu, comme on est affecté par le 911, la première étape, c'est l'appel au 911. Fait que la personne qui a besoin d'une ambulance va faire le 911.
Dans la région ici, quand vous faites le 911, c'est la première centrale qui répond, c'est COCA, une centrale en Beauce, qui elle va répartir policiers, ambulanciers, pompiers. À partir du moment où vous lui dites que vous avez besoin d'une ambulance, elle va vous transférer au CCS, qu'on appelle le Centre de communication santé, qui se trouve à Cap-de-la-Madeleine, tout près de Trois-Rivières. Elle va prendre vos informations et selon l'information que vous allez lui répondre à ces questions, va affecter un véhicule ambulancier. Vous voyez des fois passer les ambulances avec flash sirène, puis des fois vous la voyez passer pas de flash sirène. Ça ne veut pas dire qu'on se promène en ville, on peut s'en aller sur un appel qui est non urgent. Parce qu'il y a des gens qui vont nous appeler, qui ne sont pas dans la détresse, dans l'urgence, mais qui ont quand même besoin d'une ambulance. Fait qu'on va se rendre chez eux de façon sécuritaire et en suivant le code de sécurité routière. Puis des fois, ben oui, on va s'en aller quand c'est très urgent, où ce que là, on va mettre flash sirène. Puis là, tu mentionnes que les centrales qui prennent les appels sont en Beauce ou Cap-de-la-Madeleine. Donc, quand on appelle, même si ça peut être paniquant, affolant, faut être précis. Si on dit on est sur la Main à Saint-Norbert, ils vont peut-être dire c'est où ça? Effectivement. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont appeler un quartier par un surnom. Ouais. Bien, c'est certain que la dame en Beauce, elle connaît pas le surnom du quartier, elle connaît pas la région, à moins de l'avoir visité, bien entendu, mais sinon, ça ne dit rien. Fait que oui, quand vous allez faire appel à eux, ils vont demander une adresse, un endroit précis. Mais ce qui m'amène à dire aussi que dans nos interventions, on va intervenir sur des accidents de la route, on va intervenir sur des accidents de VTT, sur des accidents de motoneige. Les gens qui sont dans une trail, excuse-moi le terme, trail, ben ils ne savent pas nécessairement une adresse. En effet. Là, ils doivent, la centrale doit avoir plusieurs outils à sa disposition pour être capable de retrouver ces gens-là pour nous envoyer à la bonne adresse, vous comprendrez. Mais maintenant, avec les téléphones intelligents et les GPS, est-ce que c'est plus facile de retrouver quelqu'un? Effectivement, ça fait une des parties de la technologie que le 911 va utiliser pour retracer les gens. Mais cette technologie-là est victime de la technologie. Hein, si on est dans une région où les tours de cellulaires sont très éloignés, ben la précision de votre endroit va être entre 1 mètre et 1 kilomètre. On s'entend que dans le bois, 1 kilomètre, on peut chercher longtemps. Effectivement. Tu mentionnes que ça fait 15 ans environ que tu es ambulancier. En parlant du GPS, est-ce qu'il y a des plus anciens collègues qui retrouvaient leur chemin sans nécessairement GPS? J'imagine que maintenant, le GPS est un indispensable à bord. Effectivement, depuis quelques années, on a le GPS, mais on remonte pas loin. Non? Moi-même, j'ai commencé avec cartes. Okay. Nous avions les cartes. Nous, on était affectés, on avait des cartes. Puis on avait un de nos collègues ici qui avait fait un super bon travail, qui avait tout cartographié la région ici sous forme de cartable avec des numéros de porte. Parce que, exemple, je vous dis un rang comme ça, le rang 3 à Âme-Nord. Ben j'arrive à un T, est-ce qu'à gauche, les numéros vont être le numéro 10, le numéro 20, et à droite, le numéro 30, etc., etc. Ben lui avait fait le travail que pour quand on arrivait, on roule en urgence, on est pressé, la vie de la personne est en danger. Ben, pour pas que je commence à chercher, parce que vous savez que des fois, en campagne, entre deux maisons, il y a plusieurs mètres, plusieurs kilomètres là, entre chaque maison. Effectivement. Fait qu'il avait fait ce travail-là qui nous aidait. Fait que le cartable était une ressource qu'on avait à ce moment-là. Aujourd'hui, bien entendu, le GPS étant maintenant instauré dans nos véhicules, on a cette technologie-là, mais encore là, on est victime de la technologie, c'est pas toujours précis. Non, c'est sûr. Puis votre temps de réponse moyen, ça ressemble à quoi? Notre temps de réponse, si on regarde dans la ville de Victoriaville, ici, le temps de réponse, ils ont pris nos temps de réponse, puis on a fait une statistique, puis on dit que le temps moyen pour recevoir une ambulance quand on est en ville, bien entendu pour un appel urgent, c'est de 8 minutes. OK. Puis en campagne, parce que vous servez 20 quelques municipalités? Effectivement, on sert beaucoup de municipalités. On va de Saint-Martyr-Canadien jusqu'à de l'autre côté, entre Saint-Eulélie et Saint-Wenceslas. OK. On entre là-dedans Kings Falls, Princeville, Fortierville, pas Fortierville, excusez, Saint-Fortuna, Trottier-Mille, Sainte-Hélène, Saint-Norbert, fait que toutes ces régions-là, Tinouic, Saint-Rémy-Tinouic, fait qu'on dessert un très, très grand territoire. Puis au niveau de la route, pour vous, ça ressemble à quoi? Vous devez adapter votre conduite si vous êtes en ville plutôt que si vous êtes en campagne? Bien, c'est sûr que pour ce qui est de la ville, il y a un paquet de facteurs qu'on doit surveiller, hein, les piétons, les cyclistes, les triporteurs, toutes ces choses-là. Bien entendu, en campagne, là, c'est plus les animaux qu'on va surveiller, donc tout ce qui pourrait sortir du bois, etc., etc. Fait que c'est sûr que oui, on adapte notre conduite en considération de notre terrain. Mais encore là, on est un véhicule routier.
Fait que c'est pas parce qu'il fait tempête qu'on peut se permettre de rouler à 120 km/h. S'il fait vraiment pas beau, ben on va rouler à 70-80 km/h. On est victime de la météo. Puis sur la route, il y a d'autres véhicules aussi sur la route. Donc ça aussi, ça peut être un autre facteur à gérer. Effectivement. Puis là, ben, j'en profite de cette tribune pour pouvoir mentionner aux gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on s'en vient en urgence, donc flash sirène, qui ne savent pas nécessairement où est-ce qu'ils doivent se situer, où est-ce qu'ils doivent placer leur véhicule. Puis, bien entendu, si vous avez un véhicule derrière vous qui est en mode urgence, la façon de procéder, le Code de sécurité routière nous mentionne de nous coller dans la voie d'accès, puis de ralentir, voire même arrêter complètement votre véhicule, ce qui va nous permettre à nous de pouvoir passer plus rapidement. Parce que si vous êtes arrêté, ça va nous prendre 15-20 mètres pour vous passer à côté de vous. Mais si vous roulez à la même vitesse que nous, bien, ça va prendre un demi-kilomètre, 1 kilomètre pour vous dépasser. Puis, ce que les gens se rendent pas compte, c'est que des fois, en campagne, ils vont rouler dans l'accotement à 100 km à l'heure, puis ils nous lancent des roches, et nous, bien, on se fait briser nos pare-brises. Parce que là, on veut pas, bien, on est dans la route, là. Oui, bien, c'est un peu le même principe qu'au code de la route. Quand on se fait dépasser, faut pas accélérer. Non. On ralentit, il va dépasser plus vite, puis après ça, on réaccélère. C'est en plein ça. Puis, entre les appels, est-ce que vous êtes stationné ici? Est-ce que vous êtes à l'hôpital ou vous êtes en patrouille? Comment ça se passe? Bien, dans la région ici, encore là, pour Victoriaville, on a des points d'attente urbains qui sont déjà placés dans la ville de façon logique, où ce que si on regarde sur une année, nos, excuse-moi le terme, pics d'appels. Donc, où est-ce qu'on a le plus d'appels? Ben, on va placer les véhicules où est-ce qu'on a le plus de chances d'avoir des appels, dans le fond, pour avoir un meilleur temps de réponse. Fait qu'on a ici à Victoriaville, sur le boulevard Boisfranc, tout près de la caserne des pompiers, on a un point d'attente urbain qui est situé là. Donc, on a toujours un véhicule de stationné là. Puis, les véhicules supplémentaires vont être ici à la caserne. Puis, ça va arriver à l'occasion que vous allez voir des véhicules ambulanciers se promener en ville, que oui, on est en patrouille, c'est-à-dire qu'on se promène en ville en attendant un appel. OK. Fait que vos points d'attente, c'est pas le restaurant du coin parce que leur café est pas mal bon. C'est plus stratégique que ça. Il y a déjà été un moment où ce qu'on n'avait pas de point d'attente urbain, que là, on était déployé en ville puis qu'on se stationnait à différents endroits en ville. Nous autres, ce qu'on aimait bien dire, c'est « Vous voulez savoir où il y a un bon service Wi-Fi? Regardez ce qu'une ambulance a stationné. » Quand même. Bonne stratégie, ça. Mais là, ici, c'est Urgence Boisfranc. On a l'impression que des ambulanciers vont être attachés à un hôpital. Mais c'est plus comme ça que ça fonctionne. Non, ici, la façon que ça fonctionne au Québec, le service ambulancier est desservi par des compagnies privées, subventionnées par le ministère. OK. Ça marche. Puis ici, bien, Urgence Boisfranc, nous sommes une coopérative de travailleurs actionnaires. Donc, tous les travailleurs qui travaillent chez Urgence Boisfranc sont copropriétaires de la compagnie. Puis, on n'est pas attaché à l'hôpital. C'est vraiment une compagnie privée qui s'appelle Urgence Boisfranc, qui est détenue par des techniciens ambulanciers, paramédics, coopérants. Mais malgré tout, l'hôpital où vous amenez vos patients, c'est notre client. C'est pas mal là. Effectivement. L'hôpital ne veut pas nos patients qu'on va apporter, on les apporte à l'hôpital. Fait que oui, pour la région ici, l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca est notre territoire, mais il va arriver des appels où on peut s'en aller à Trois-Rivières, on peut s'en aller à Sherbrooke. Exemple, quelqu'un qui serait en infarctus à Saint-Rémy-de-Tinwick, bien, on va s'en aller directement à Sherbrooke. On ne viendra pas ici à Arthabasca. Pourquoi? Parce que dans nos protocoles, pour être plus rapidement possible, la personne va être dilatée. Bien, on va l'amener directement sur la table d'opération au lieu de passer à Arthabasca, la faire stabiliser pour ensuite nous rendre. Si on serait plus dans le coin de Saint-Eulalie, bien là, à ce moment-là, si on arrive avec quelqu'un qui aurait un TCC, qui est un traumatisme crânien cérébral, bien à ce moment-là, on va s'en aller directement à Trois-Rivières, où là, on a un neurochirurgien, au lieu de venir à Arthabasca, le stabiliser et ensuite retourner à Trois-Rivières. Okay. Fait qu'on sauve cette étape-là pour, encore là, apporter le meilleur de soins possible à nos patients. Là, pendant qu'on démystifie des choses, là, tu mentionnes des arrêts cardiaques. Quand on regarde un film, quelqu'un a un arrêt cardiaque, 2, 3, 4 pompes, un petit souffle, puis retour à la vie. Effectivement. Ça t'es-tu déjà arrivé? Non. On se cachera pas, le cinéma est ce qu'il est. Hein, on sait que dans le cinéma, le massage cardiaque, en 2-3 chocs, ils vont mettre la seringue directement dans le cœur et réaniment tout le temps, comme une scène où il y aurait un funérail, il pleut tout le temps. Ouais, mais ça, c'est le cinéma. Oui. C'est propre au cinéma, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Bien entendu, dans la réalité, le massage cardiaque, c'est un travail où on a beaucoup de trucs à faire. Ça paraît pas, mais c'est dans nos
protocoles qui sont les plus complexes parce qu'on a énormément de facteurs qui vont nous déterminer est-ce qu'on administre la médication, est-ce que cette personne-là est intoxiquée, est-ce que cette personne-là est en choc anaphylaxique. Puis, on a beaucoup de trucs à vérifier. Puis il y a aussi les DEA, les défibrillateurs, qui faisaient presque pas partie du paysage il y a quelque temps. Puis là, soudainement, on essaye de l'amener dans les endroits publics. Ça aussi, c'est un de vos bons outils. On ne faut pas se leurrer. Ce qui sauve des vies, c'est la défibrillation. Puis, bien entendu, si on instaure ça dans les endroits publics, ils vont déjà là, le grand public va pouvoir commencer tout de suite à installer ces appareils-là pour sauver la vie des gens parce que au niveau de la défibrillation, chaque minute compte. Oui. On sait que la défibrillation, son efficacité diminue de 7 à 10 par minute. Donc, si vous faites le calcul que nous sommes là en 8 minutes, ça veut dire que nous, quand on arrive, il nous reste 20 de chance de sauver le patient si quelqu'un était témoin de son effondrement. Mm-hmm. Mais si cette personne-là est témoin de son effondrement, puis que dans la boutique ou le commerce ou encore, pour dire quelque chose, l'aréna, où se trouve ce patient-là, a un défibrillateur, puis qu'en dedans de 5 minutes, cette personne-là elle a installé le défibrillateur, même si elle ne sait pas comment ça fonctionne, elle a 50 de chance de sauver la victime. Donc, on s'entend que c'est pour ça qu'on a ça d'installer dans les endroits publics, parce que c'est ça qui sauve des vies. Oui. On a mentionné plusieurs types d'interventions. Il y en a certaines qui font partie de premiers soins. C'est d'ailleurs des formations que vous offrez à Urgence Bois-Franc ici. Est-ce que ça s'adresse à des particuliers, à des entreprises? Bien entendu, on a un large bassin de population, puis on va s'adresser autant aux particuliers, autant en entreprise. Donc, on offre une belle grosse gamme de produits qui vont s'adresser à différents types de personnes. Donc, on est capable, puis même là, si notre produit ne s'adapte pas, si notre produit n'est pas adéquat pour vous, on va s'adapter à vos besoins pour aller pouvoir former le plus de gens possible parce que le massage cardiaque, si moi, j'arrive sur les lieux puis qu'il n'y a pas de massage d'entamé, on sait que le cerveau, si le sang ne circule pas, il n'y a pas d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il va être en problème. Fait que si nous, dans notre prétention, les gens sont formés, puis entament les manœuvres avant que nous arrivions, quand nous allons arriver, on va avoir plus de chances de sauver quelqu'un, de réanimer quelqu'un qui aura peu ou pas de séquelles au niveau cérébral. Parce qu'on sait que votre cerveau, s'il manque plus que 4 à 6 minutes d'oxygène, il commence à avoir des séquelles. Mm-hmm. Fait que nous, c'est bien entendu, on aime mieux avoir des gens réanimés sans séquelles que quelqu'un qui aurait des séquelles permanentes. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui a été changé, du moins dans la mentalité, sinon dans les législations, comme quoi tous les environnements de travail doivent avoir des secouristes formés sur place. Pour vous, est-ce que ça a amené justement une certaine demande ou une certaine visibilité? À savoir si ça nous amène de la demande, vous voulez dire à titre de formateur ou à titre de travailleur de l'urgence comme ambulancier? Pour les deux, qu'est-ce que ça a changé comme perspective, là? C'est certain que pour l'ambulancier, d'arriver sur place, qu'il y a déjà un secouriste qui a débuté les manœuvres, qui a débuté les premiers soins, c'est sûr que ça fait une grosse différence parce que, imaginons quelqu'un qui aurait une bonne lacération puis qui saigne, là, et une bonne hémorragie, c'est certain que si ça me prend 10-12 minutes, arriver, d'un fois, on peut arriver trop tard. Mm-hmm. S'il y a un premier secouriste qui est sur les lieux puis qui débute tout de suite les premiers soins puis fait déjà des pansements, nous, on a une partie du travail qui est déjà faite quand on arrive. Puis pour ce qui est de la formation, nous autres, c'est certain que plus qu'on va avoir de gens formés, plus qu'on a des chances. Puis les deux vont aller dans la même optique que c'est pour pro-patient. En fin de compte, ce qu'on veut, c'est que le patient reçoive les meilleurs soins possibles le plus rapidement possible. Fait que c'est certain que quelqu'un qui a une formation, puis moi, je m'amuse toujours de dire ça quand je donne des formations en entreprise, à quelqu'un qui serait un peu récalcitrant, qui arrive parce que son patron lui a dit va-t'en là. Mm-hmm. Moi, je leur dis, c'est une formation que tu suis ici, payée par ton employeur, qui va te servir chez vous. Oui, absolument. Parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Ça peut arriver avec votre voisin, votre fille, votre tante. Fait qu'on ne sait pas quand ça vous arrive que quelqu'un va pas bien, là. C'est sûr. Mais en même temps, pour en avoir suivi quelques-unes formations comme celle-là, la phrase qu'on m'a dite le plus souvent, c'est « On vous donne cette formation-là, mais on vous souhaite que vous vous en serviez pas. » Bien sûr. C'est tout à fait. On ne se le cachera pas. La RCR, pour dire quelque chose, si on a à faire un massage, c'est qu'on a quelqu'un qui va pas bien. C'est ça. Puis on ne souhaite pas ça à personne.
Hein? Fait que c'est sûr que c'est une formation qu'on donne, mais qu'on veut pas que les gens utilisent. Tandis que nous, comme ambulanciers, c'est différent. La formation qu'on donne à nos techniciens ambulanciers paramédics de RCR, c'est qu'on sait qu'ils vont être affectés. On ne pourra pas dire « Ah, j'ai rien vu, il m'est rien arrivé ». Non, non, on vous affecte, vous embarquez dans le véhicule, vous allez à l'appel. Fait que là, c'est différent. Puis de ton côté, est-ce qu'il y a une petite déformation professionnelle? Genre quand tu travailles pas, tu es quand même tout le temps aux aguets avec une petite trousse de premiers soins pas loin au cas où? Vous connaissez l'adage « cordonnier mal chaussé ». Ouais. Ça se prête mal en premier soin de dire j'aimerais pas ça être un cordonnier mal chaussé, fait que j'ai toujours une trousse de premier soin dans mon véhicule. Puis je vais arriver dans un endroit public, je vais vérifier est-ce qu'il y a un DA sur place. Puis c'est facile pour monsieur, madame, tout le monde. Si vous voulez savoir s'il y a un DA sur place, quand vous allez arriver, exemple dans une boutique ou un magasin, dans l'entrée, vous allez avoir sur la porte un placard, c'est-à-dire un petit collant qui va avoir un cœur avec un choc électrique. Ça, c'est le symbole universel pour dire qu'il y a un DA sur place. Fait que c'est sûr que moi, dans des formations professionnelles, je vais m'assurer quand j'arrive quelque part qu'il y a un DA sur place. Parce que si j'en ai besoin, je veux pas perdre trop de temps pour l'avoir. Parce que moi, je le sais pertinemment que c'est de 7 à 10 minutes que 7 à 10 par minute que je vais perdre si mon patient ne reçoit pas les premiers soins. Puis sinon, dans une réalité qui nous affecte tous, là, avec l'arrivée de la COVID, pour vous, qu'est-ce que ça a changé au niveau des interventions? Bien, c'est sûr que nous, ça a complexifié nos interventions parce que, bien entendu, on doit se protéger pour pouvoir protéger notre population. Parce que, bien entendu, si je trimballe le virus sur moi puis que le nombre de personnes que je touche puis que je côtoie dans une journée, je les contamine, ça ne sera pas bénéfique. Puis en même temps, mais si mon paramédic est contaminé, bien, obligatoirement, il est sorti du réseau pour de 14 à 21 jours. Ça, c'est si ça va bien. Ouais. Puis si ça va mal, fait qu'on s'entend que nos ressources sont pas illimitées. Hein, à un moment donné, si tout le monde, tous mes paramédics sont malades, ben on va manquer de camions, on va manquer d'effectifs, ça ira pas bien tantôt. Oui, effectivement. Fait que c'est sûr que nous, ça nous a demandé des protections supplémentaires, des précautions supplémentaires. Puis quand la pandémie est arrivée avec la première phase l'an passé, au mois de mars, ben nous, comme c'était nouveau pour nous, ben nos protocoles, ils changeaient, je vous dirais, 2 à 3 fois par semaine. Le temps qu'on s'adapte puis qu'on connaisse la réalité de cette pandémie-là. Parce que quand ça nous est tombé dessus, ben c'était de l'inconnu. Oui, oui. Hein, fait que, il a fallu apprendre sur le tas comme tout le monde. En plein ça. Puis nous, d'autant plus que là, on joue dans l'urgence avec des gens malades, puis les gens qui souffrent qui sont contaminés par la COVID sont malades, puis il y en a qui sont très malades. Donc, ça nous a demandé à nous adapter rapidement. Une double précaution. Absolument. Sinon, présentement, on voit dans l'actualité que les ambulanciers sont le seul groupe de travailleurs dans le domaine de la santé qui n'est pas sous un ordre professionnel, qui n'est pas sous un regroupement. Il y a des pourparlers pour former ça. Donc, pour vous, ça serait quoi le plus grand bénéfice d'être sous un regroupement comme tel? Bien entendu, l'ordre, si jamais il y a un ordre qui est instauré, de un, ça va être une bonne protection pour le patient, donc pour la population. Puis, bien entendu, ça va nous permettre de faire avancer notre profession parce que ce qu'on voit en tant qu'ambulancier, on regarde ce qui se fait ailleurs. Puis on voit ailleurs qu'il y a du paramédic communautaire, des choses comme ça, que nous, on aimerait bien instaurer. Fait que le fait d'avoir un ordre professionnel nous permettrait de faire avancer notre profession pour peut-être éventuellement élargir notre éventail de produits qu'on peut offrir. Tout ça dans le but d'être vraiment pour le patient. Puis on a tous ça à cœur, les paramédics. Je vous dirais qu'il y a une partie qui n'est pas une formation qui se suit pas, que c'est en nous. Hein? C'est une vocation. Moi, c'est le même que je vois ça. C'est une vocation de vouloir apporter soin puis apporter de l'aide à des gens parce que on va intervenir sur des gens en crise que eux, ils nous ont pas demandé. C'est les gens alentours qui voient que ces personnes-là sont en crise. Puis on vient intervenir, puis ils veulent pas qu'on intervienne. Là. Fait que des fois, on met notre vie en danger pour aider ces gens-là. Fait que faut être une vocation parce que sinon, si vous faites ça juste parce que vous vous dites je vais avoir un salaire. Parce que c'est beau d'un film. Ouais. Parce que c'est beau dans les films, mais ça ne marcherait pas. Bon, Marco, merci beaucoup de nous avoir démystifié ta vocation. Puis quand on va vous voir passer maintenant, on va savoir quoi faire pour mieux vous aider. Merci à toi d'avoir lancé l'invitation puis que j'ai accepté avec plaisir parce que je voulais faire connaître un peu plus notre métier puis voir ce côté-là de la médaille que les gens ne voient pas ça en ambulance. Ils vont peut-être en savoir un petit peu plus.
Merci. Ben écoute, maintenant on sait que la réalité, ce n'est pas la fiction. Merci. Merci. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on s'en va voir Marie-Ève Desnoyers à l'ACEF des Bois-Francs. D'ici là, moi, je retourne dans ma loge. Venez me chercher quand on est prêt. Ciao! Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 Ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. la TVCBF, c'est une télévision En constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous Et par nous. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.